Encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Bonjour Mario. Cessez le feu. Les nouvelles sont plutôt bonnes là, sur le front du Moyen-Orient. Cessez le feu, cette fois-ci entre Israël et le Liban. Est-ce qu'il peut tenir? Parce que c'est quand même particulier, parce qu'officiellement, le Liban est pas en guerre contre Israël. Le Liban se fait accuser d'abriter par négligence ou par incapacité de s'en débarrasser le Hezbollah. Qu'est-ce que le Liban peut vraiment faire pour la paix? Alors, ce n'est pas un cessez-le-feu, tu l'as compris, entre Israël et le Hezbollah, mais entre Israël et le Liban, qui a été arraché, il faut le voir, par le président Trump, même si officiellement les États-Unis n'ont jamais rien demandé à Israël. Quand on retourne sur la séquence, il faut donc comprendre que le poids présidentiel a eu un impact parce que Donald Trump a annoncé le cessez-le-feu en fin de soirée hier, alors que le cabinet de guerre de M. Netanyahou n'avait pas voté sur le cessez-le-feu. Alors, quoi qu'on en dise, qu'il n'y a pas de lien à faire entre ce qui se passe entre Israël, Liban et le Hezbollah et les négociations parallèles entre Washington et Téhéran via le Pakistan, il y a un lien. Évidemment, un lien parce que autrement les Iraniens avaient confirmé qu'ils ne bougeraient pas. Cessez-le-feu, hyper fragile comme le veut la formule un peu creuse. Encore ce matin, j'étais en plateau à BFM avec un de nos correspondants qui est à la frontière nord entre Israël et le Liban, qui disait ce matin, c'est le silence absolu. 30 secondes plus tard, il nous rappelle, puis il y avait un tir d'obus qui avait été entendu sur une communauté au Liban. Évidemment, c'est les Israéliens qui avaient frappé. Ils ont précisé, il y aura cessez-le-feu, mais s'il le faut, ponctuellement, pour des raisons opérationnelles, nous pourrions frapper à nouveau. Pour les Libanais, d'abord, il était hors de question d'avoir des relations au plus haut sommet comme l'avait annoncé Donald Trump. On en a parlé hier, tant et aussi longtemps qu'il n'y avait pas le début du commencement de quelque chose qui ressemble à un cessez-le-feu. Donald Trump a aussi annoncé qu'il y aurait une rencontre entre le président libanais et le premier ministre Netanyahou dans les 10 prochains jours, peut-être à Washington. Rien de confirmé du côté du Liban. Il faut voir qu'une conversation téléphonique banale ne peut pas être banale parce que ça serait une reconnaissance pour les Libanais, reconnaissance implicite de l'existence d'Israël. Il y a déjà eu dans le passé des tentatives de normaliser les relations entre les deux pays, mais ça nous ramène pour l'essentiel à 1983. Ça fait très longtemps. 93, il y avait une petite tentative, mais ça fait très longtemps. Le président libanais qui doit agir avec beaucoup de circonspection compte tenu de ce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Tu l'as dit, le Hezbollah, c'est un espèce de petit État dans l'État. Théoriquement, l'armée libanaise avait pour mandat depuis le dernier cessez-le-feu, parce qu'il y en avait un théoriquement entre le Hezbollah, Israël et donc par extension le Liban en novembre 2024 qui avait été signé. À l'époque, c'était la précédente administration, Tony Blinken, le secrétaire d'État, qui était à la manœuvre. Et la condition sine qua non, c'est qu'il y ait un désarmement du Hezbollah. Ce n'est pas arrivé. Il y a des forces des Nations unies, avec en particulier des soldats français qui sont sur place. La FINUL, la force intérimaire des Nations unies au Liban, dont le mandat d'ailleurs se termine dans quelques mois. Ils ne sont pas aussi inutiles qu'on aime le dire. J'ai passé, moi, ce matin, plusieurs longues minutes avec un général qui, à l'époque, était colonel, a participé à une opération des Nations unies au Liban, disait à quel point la présence des casques bleus, si on n'en parle jamais, fait en sorte qu'on est arrivé dans le passé à des situations de moindre mal où entre Hezbollah et Israéliens, on ne se tape pas sur la gueule et où on découvre que les deux parties, finalement, veulent un arbitre, même s'ils disent le détester, même si à l'occasion même ils s'en prennent à l'arbitre. Les Israéliens ont déjà frappé assez directement la force de la FINUL. Donc, il y aura un rôle peut-être à jouer pour cette force-là, mais tu le disais, le Hezbollah, c'est une force difficilement contrôlable qui n'a pas été désarmée depuis novembre 2024, avec à l'horizon peut-être un rôle plus grand des Américains. C'est ce qu'on comprend quand tu lis entre les lignes, quand tu regardes et tu lis ce qui a été dit par Marco Rubio, parce que les États-Unis ont déjà été présents au Liban, beaucoup plus présents. On se souviendra qu'en 1983, il y avait eu un attentat qui avait coûté la vie à plus de 250 Marines, je pense que c'était en octobre 83. Après ça, les Américains avaient choisi de se retirer et ont pu jouer de rôle politique actif avec une présence lourde. Mais ça pourrait peut-être changer, ne serait-ce que parce que le meilleur intérêt de Donald Trump, qui veut bientôt pouvoir annoncer un deal complet avec l'Iran,
ne se fera pas le deal tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un règlement aussi au Liban. Les Iraniens là-dessus semblent, je dis bien semblent, on n'est pas en coulisses avec eux, intraitables. Puis je termine avec une question qui est évidemment épineuse et difficile, mais j'étais aussi depuis quelques jours avec des Libanais, y compris des parlementaires libanais, puis le Hezbollah, il est évidemment honni détesté par une partie de la population libanaise, y compris de plus en plus chez les chiites, euh, qui constatent les dommages qui ont été infligés au Liban par les attaques répétées du Hezbollah. Mais à ce jour, c'est la seule force militaire capable de livrer la guerre à Israël. L'armée libanaise est absolument impuissante, pas souveraine. Alors, il y a plein de gens qui disent oui, c'est vrai, c'est un problème, mais s'il y a encore une force capable de s'opposer, de s'interposer, pas nécessairement pour le plus grand Ouais. intérêt de tous Parce les que là, Libanais. c'est un cercle vicieux parce que, oui, Évidemment. c'est les seuls qui peuvent combattre Israël, mais si t'as plus ces Mais capotés-là dans le pays, t'auras pas de guerre avec Israël. Fait que t'as peut-être pas besoin d'une armée si forte pour te défendre si l'autre c'est t'attaque pas. c'est le souhait, mais ce que je te dis, c'est que tu es sur une ligne ambiguë où le pouvoir politique, maronite, sunnite, qui dénonce souvent le Hezbollah, en même temps, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est compliqué. Alors, si tu as compris la politique au Liban, il n'y a pas grand-chose que tu ne comprendras pas dans le monde politique. Il y a peut-être les compromis dits à la belge en Belgique, moins violents, mais plus compliqués. Mais donc, il faut retenir ça, des intérêts non avoués à ce que le Hezbollah, non pas reste en place, mais qu'historiquement, ça a été la seule force capable de tenir tête à Israël. Parce que pour les Libanais, Israël est une puissance d'occupation, force d'ingérence, et qui, je dirais, bafoue la souveraineté libanaise depuis des dizaines d'années. Et quoi qu'on en dise, ça ne plaît pas aux autorités libanaises. Mais alors ça, c'est le premier jalon qui est mis en place vers quelque chose de plus structuré entre les États-Unis et l'Iran, possiblement, avec toutes sortes de déclarations que tu as vues comme moi du président Trump qui dit je pourrais me déplacer pour aller signer un deal à Islamabad dans les 24 ou 36 prochaines heures. J'y crois difficilement. C'est une sacrée opération. Puis encore faudrait-il qu'il y ait quelque chose de détaillé à signer. Ou ça sera comme quand il est allé en Égypte il y a quelques mois, tu t'en souviens, puis ils ont finalement signé quelque chose sur Gaza, mais qui se résumait à, je pense, 2 pages, pas très compromettant, mais qui a permis de faire un énorme show. Je retiens qu'il y a quand même, pour l'instant, un cessez-le-feu qui Ouais, tient mais à le Gaza. cessez-le-feu, c'est jusqu'à. Ouais. Mais cessez-le-feu avec l'Iran, c'est jusqu'à mardi, mercredi. Les 2 semaines se finissent mardi Ouais, soir. Est-ce qu'on la pourrait semaine avoir une prochaine, en entente effet. permanente d'ici mardi? Ou bien Alors, personne n'y on va prolonger le cessez-le-feu ou on va pas reprendre la guerre? On c'est sent pas ça. c'est ce sur quoi je parierais. C'est-à-dire que la prochaine étape symbolique et technique conséquente, c'est qu'il y ait un prolongement du cessez-le-feu, qu'on aille au-delà des 15 jours qui avaient été signés, justement parce que c'est si compliqué et ça risque de l'être s'il y a une volonté de s'entendre, si ce que Donald Trump dit est fondé, par exemple que les Iraniens auraient renoncé à leur uranium enrichi. Il parle de la poussière nucléaire, M. Trump, Quand on dit probablement parce renoncer, que là, c'est qu'il serait prêt à remettre l'uranium enrichi déjà existant dans le pays, le remettre aux autorités américaines ou à une autorité trois, internationale quelconque. Là. 3 scénarios possibles. Diluer sous contrôle de l'Agence internationale, remettre à une puissance autre, ça pourrait être les Russes par exemple, qui se sont déjà proposés. Puis le moins probable, c'est que les Iraniens acceptent de remettre aux Américains leur uranium enrichi. Mais Donald Trump dit on est arrivé à une entente. C'est important pour les États-Unis, d'autant que Donald Trump avait déchiré le JCPOA, le Joint Comprehensive Plan of Action, qui avait été négocié par Barack Obama. Il l'avait déchiré en 2018 en disant c'est pas assez contraignant. Et c'est vrai qu'à l'horizon de 2030, donc demain matin, il y avait des clauses crépusculaires qui auraient pu permettre à l'Iran, au terme de l'exercice, si on avait maintenu le rythme, puis on avait respecté les conditions, l'Iran aurait pu tranquillement, à partir de 2030, peut-être enrichir sans trop de contrôle. Donc, Trump avait déchiré, avait dit c'est pas satisfaisant. Il faudra qu'il obtienne dans son deal davantage que ce à quoi il a renoncé.
apparemment, les Iraniens, en tout cas, seraient prêts à remettre leur carburant nucléaire enrichi. Mais Et, c'est la vérité, c'est que on ne va que, s'il y a un deal, ça ne va que repousser le problème parce que l'abcès ne sera jamais vidé. et rapidement, 14 heures, rencontre Emmanuel Macron qui réunit un groupe de pays qui pourraient aider à sécuriser dans ce scénario-là le détroit d'Ormuz. Alors qu'on apprend qu'un premier pétrolier sud-coréen a contourné la région, est allé faire le plein en mer Rouge avec le président de la Corée du Sud qui se félicite d'avoir trouvé une route alternative. Les Coréens sont archi vulnérables. L'essentiel de leur énergie vient de là-bas, passait par le détroit d'Ormuz. C'est une économie au bord de l'implosion. Donc, trouver un chemin. Est-ce que les Houthis pourraient choisir de le fermer? Et dans ce contexte, on parle surtout de rouvrir Hormuz avec une conférence coprésidée par Keir Starmer et Emmanuel Macron et à laquelle participera entre autres Mme Meloni. Deux anciens alliés, M. Starmer et Mme Meloni, anciens au sens où ils disaient penser avoir de bonnes relations avec Donald Trump. Ça a changé depuis le début de cette guerre pour les deux. Ils seront présents pour Mme Meloni à Paris. Sinon, c'est en visio avec une trentaine de pays. La coalition dit des volontaires qui appuyaient l'Ukraine sans les États-Unis. Il y a des pays d'Asie qui vont y participer et des pays du Moyen-Orient aussi pour trouver le moyen de sécuriser, mais quand on aura une solution pacifique et qu'il n'y aura plus de risques, mais ces pays veulent être prêts au garde à vous pour s'installer, être en place et faciliter la circulation le plus rapidement possible pour des économies qui sont en train de vraiment sentir la pression très forte. Merci Stéphane.